Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un habitué de ma chaîne, Alain Scoli, où on va aborder le sujet les microzymas. On en avait déjà parlé des microzymas il y a à peu près 5 ans, où malheureusement cette vidéo a été censurée. Donc, j'ai voulu refaire cette vidéo sur les microzymas pour justement aborder un peu plus ce sujet. Et donc, avec Alain Scoli. Donc, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Bonsoir Alain, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Bonsoir Gélico, c'est un plaisir d'être reçu par toi. Yes. Ça fait longtemps qu'on avait abordé ce sujet. Donc, comme j'avais expliqué au début, on avait abordé ce sujet il y a 5 ans, où malheureusement YouTube m'avait sanctionné. Et après on avait refait d'autres vidéos. J'avais refait aussi d'autres vidéos sur le microzyma. Mais moi, je voulais aborder un peu plus dans le détail. Donc, on va voir ensemble, avec les questions que je t'ai envoyées, parler de ce sujet-là, parce que je pense que c'est le moment d'aborder ce sujet. Il est temps d'aborder, et c'est un sujet qui est super important, parce que je pense qu'il est en lien aussi avec, tu sais, les parasites intestinaux. Tout est lié de toute façon. Oui, c'est clair. Et donc, pour commencer, comment es-tu tombé sur les travaux d'Antoine Béchamp? Alors, c'est assez particulier, ça correspond à mon parcours de médecin, si tu veux. J'ai commencé par découvrir que les vaccins n'étaient pas forcément bienvenus la première année de la vie de l'enfant. Et puis, petit à petit, j'ai compris que les vaccins relevaient en fait une monstrueuse escroquerie à l'échelle planétaire, mise en avant par M. Pasteur à l'époque. C'est pas Pasteur qui a inventé le vaccin, c'est Jenner, hein, c'était un siècle plus tôt. Mais bon, ça, il faut le savoir. Hein. On attribue toujours les vaccins à M. Pasteur, mais c'est absolument faux. Et puis, c'est pas Pasteur qui a mis au point les vaccins, c'est d'autres savants de l'époque. Voilà. Donc, j'ai commencé donc à comprendre que les vaccins étaient une arnaque. Et puis, en 1994, quand il y a eu la campagne de vaccination contre l'hépatite B dans les collèges et les lycées de France, j'ai eu le culot invraisemblable pour la grande religion vaccinale de demander la prudence à mes confrères, de recommander la prudence à mes confrères et de ne pas obéir aveuglément à des directives politiques de gens qui n'étaient pas forcément compétents en la matière. Ce qui m'a valu évidemment la radiation de l'ordre en 1996. Mais c'est cette croisade, en quelque sorte, qui n'était pas vraiment une croisade, mais qui était vraiment un questionnement, m'a amené à rencontrer des gens extrêmement intéressants qui m'ont permis de découvrir beaucoup de choses, et en particulier pour les microzymas, le docteur Gilbert Crussol, qui est un chirurgien dentiste, et c'est Gilbert Crussol qui m'a donné le livre d'Antoine Béchamp, qui m'a fait découvrir par ailleurs les vitamines, etc. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les microzymas. Et le livre d'Antoine Béchamp, c'est un livre qui fait 1 millier de pages, qui est extrêmement clair et facile à lire, mais très technique. Et donc j'en ai fait un résumé d'une 100aine de pages, et en introduction, un petit résumé d'une 10aine de pages, pour que tout le monde puisse avoir des informations claires et nettes plus rapidement, parce que en fait le livre d'Antoine Béchamp reprend beaucoup de discussions polémiques entre lui et Pasteur à l'époque, puisqu'ils ont vécu à la même période, et donc c'était pas forcément utile de garder ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la science et les microzymas qui
qui sont une découverte absolument scientifique et incontestable. Voilà, en quelque sorte. Ça. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les microzymas? Je vais mettre en même temps une vidéo Oui. pour justement, on va voir les microzymas. Donc ça, c'est une vidéo de sang capillaire. Et on voit donc les globules rouges qui sont ces cercles blancs. Ils sont éclairés. C'est une vidéo qui est faite en microscope optique à fond noir. Donc l'éclairage est latéral et ça éclaire donc les membranes de ces cellules. Et puis on voit entre ces paquets de globules rouges, j'ai dit globules blancs tout à l'heure, non, c'est des globules rouges. Entre les paquets de globules rouges, il y a des petits points qui sautillent et qui dansent. Et ça, ce sont les microzymas. Donc, dans la réalité objective, les microzymas sont des microcellules. Ils ont été étudiés pendant plus de 50 ans par le professeur Antoine Béchamp. Ce sont des microcellules qui mesurent entre 30 et 80 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus petits qu'un soi-disant virus. Je dis soi-disant parce que personne n'a pu démontrer la réalité des virus actuellement. Et le professeur Antoine Béchamp a pu démontrer que ces microzymas sont les bâtisseurs du vivant. C'est-à-dire que ce sont eux qui construisent les cellules. Les cellules ne se multiplient pas. Elles sont bâties par les microzymas. Et la membrane cellulaire n'est pas constituée de protéines complexes ou de choses comme ça qu'on nous raconte. Elle est constituée de microzymas qui font la ronde en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir par rapport à ces bâtisseurs du vivant, c'est que dans les années 1990-2000, des géobiologues les ont redécouverts. Et comme nous disposons aujourd'hui de moyens un petit peu plus techniques, un peu plus professionnels sur le plan scientifique, ils ont pu les examiner au microscope électronique et ils ont constaté qu'au cœur de chaque microzyma qui ressemble à une cellule quelque part mais microscopique, eh bien au cœur de chaque microzyma, il y a un cristal de quartz, un cristal de silice, peu importe le nom. D'accord. Et le cristal de silice pourrait bien être à la fois le dépositaire des informations génétiques héréditaires, mais aussi une sorte d'antenne, de résonateur qui nous permet d'entendre les informations qui viennent de l'extérieur, d'où qu'elles soient, que ce soit des informations énergétiques, des informations émotionnelles, etc. Voilà en quelques mots, hein, on peut donc là, ce qu'on voit dans la vidéo, donc c'est des globules rouges en forme de pile d'assiette et les petits points blancs, c'est ça les microzymas qui bougent un petit peu. Voilà, les microzymas, ça bouge tout le temps. Hein, d'accord, ouais. On les voit tout est dans tous les sens, danser, c'est vraiment magnifique. Et justement, une fois qu'un humain décède, que deviennent ces microzymas justement? Alors Béchamp a pu démontrer qu'ils sont quasiment immortels, c'est-à-dire que après la mort de l'individu, le corps, ce qui reste de son corps de matière ici-bas, va être démonté par le biais de bactéries construites par les microzymas. Alors, ils construisent des bactéries lorsqu'il est nécessaire d'avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efficience. Hein. Donc, les microzymas construisent des bactéries qui vont permettre le démontage de ce vieux manteau, quelque part, quand nous sommes morts, et qui va le redistribuer dans l'humus et permettre donc aux microzymas et à cette matière azotée d'être le siège de nouvelles créations, de nouvelles constructions d'êtres vivants. Ok. Donc, avant de continuer, on va parler, tu vas nous dire qui est Pasteur, un petit peu d'histoire sur ces deux personnages. Donc, Pasteur. Alors, M. Pasteur était un docteur en sciences, agrégé de physique et de chimie, mais il n'avait aucune compétence sur le plan médical ou biologique.
Il est né en 1822, il est mort en 1895. C'est un monsieur qui était excessivement autoritaire et obstiné. Quand il avait une idée en tête et qu'il voulait la prouver, il faisait une expérimentation et ça s'arrêtait là. Et si l'expérimentation n'allait pas dans le sens de ses idées, c'est qu'elle avait été mal faite et c'était même pas nécessaire de la recommencer. De toute façon, il avait raison. Donc, M. Pasteur a très très vite quelque part dérapé, si l'on peut dire, en utilisant la corde sensible des personnes un peu riches de son époque et surtout des vieilles dames. C'était vraiment sa spécialité. Et pour obtenir des fonds, et il a d'ailleurs réussi à obtenir des pensions et une reconnaissance de la part des pouvoirs publics et tout ça. Enfin, c'est absolument hallucinant. Voilà, là on voit le professeur Antoine Béchamp, et le professeur Antoine Béchamp était un homme complètement différent. C'était un véritable scientifique, c'était un passionné. Il était profondément chrétien, pratiquant, catholique, ce qui n'est pas rien. Hein. À l'époque, catholique, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les catholiques, ça s'est complètement délité avec Vatican II et compagnie, quoi. Hein. Mais bon, Béchamp était quelqu'un de très très sérieux. Chaque fois que Béchamp partait pour une expérimentation, il la faisait au moins 100 fois dans des conditions identiques, une cinquantaine de fois, et en variant les conditions de l'expérience sur les 50 autres fois, de façon à obtenir une certitude. Et lorsqu'il avait réussi à atteindre cette certitude, eh bien, il en informait l'Académie des sciences, il faisait un rapport, et c'est comme ça qu'il a pu mettre en évidence les microzymas. Donc lui est né en 1816, donc quelques années avant Pasteur, et il est mort en 1908. Voilà. Et alors lui, contrairement à Pasteur, il était à la fois agrégé en pharmacie, licencié en sciences physiques, docteur en sciences physiques, docteur en médecine, ensuite il a été professeur de physique, de toxicologie à l'École supérieure de pharmacie de Strasbourg, puis professeur de chimie médicale et de pharmacie à la faculté de médecine de Montpellier pendant 20 ans, puis il a été le doyen de la faculté libre de Lille pendant quelques années, et c'est là que s'est arrêtée sa carrière professionnelle, si l'on peut dire. Mais pendant toutes ces années, il consacrait tout son temps libre à ses recherches, et on peut imaginer son laboratoire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'informatique, et donc quand il faisait une expérience, il lui fallait une centaine de tubes à essai, par exemple, et chaque tube à essai devait être enregistré, enfin, il doit être marqué avec les différents composants, avec toutes les variations de l'expérience qu'il a réalisée. Et c'était des expériences qui pouvaient durer des années et des années, parce que c'est comme ça qu'il a pu découvrir la réalité des microzymas. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était donc le siècle des Lumières, après la Révolution française. Hein. Je ne sais pas si on appelait ça le siècle des Lumières. Bon, ce qui est vraiment important, c'est que les scientifiques voulaient absolument démontrer que la vie pouvait apparaître sans créateur, sans qu'il y ait l'intervention d'un Dieu. À partir de la Révolution française, il est clair que le monde politique a voulu s'opposer au christianisme en particulier. Et pour démontrer cette absence de Dieu dans la vie, on se basait sur quelque chose qu'on appelait la génération spontanée. C'est-à-dire que si on laissait un jus de fruits ou une soupe de légumes à l'air libre pendant quelques jours, on s'apercevait au bout de quelques temps que ça se mettait à fermenter. Et si on examinait au microscope, qui venait d'apparaître à l'époque, eh bien, on constatait l'existence de bactéries sous forme de bâtonnets, de sphères, de petits serpents, enfin, etc. Quoi. Voilà. Et c'est à partir de cette recherche que Béchamp en est arrivé donc à mettre en route un train d'expérience avec de l'eau sucrée, tout simplement. Et
il a constaté que chaque fois que ces bactéries apparaissaient, chaque fois que cette fermentation se produisait, il y avait eu contamination de son liquide dans le tube à essai par des champignons, des moisissures transportées par les poussières de l'air. Donc il a démontré que si on filtrait l'air qui arrivait au tube à essai, il n'y avait pas de contamination. Voilà, et puis un jour, il constate que le milieu a fermenté, mais il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien. Et alors là, il se dit, bon, bah, j'ai tout faux. Donc son premier réflexe, c'est de tout remettre en question, ce qu'il pensait jusque-là, son hypothèse de travail. Et c'est alors qu'en regardant de plus près son tube à essai, il constate au fond du tube à essai un très léger dépôt blanc. Donc il vide le tube à essai et il examine ce dépôt blanc au microscope. Et c'est là qu'il est devant la réalité des microzymas. Voilà, c'est comme ça que l'aventure des microzymas a commencé pour Béchamp. D'accord. Et justement, ces deux personnages qui les opposent complètement, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tous les deux auraient pu travailler ou collaborer? Je pense que Béchamp a collaboré avec le maximum de savants possible à l'époque, mais ce n'était pas possible avec Pasteur, parce que Pasteur avait des idées arrêtées et il ne les remettait jamais en cause. Donc c'est ça la question. Hein. Mais il a collaboré, Béchamp a collaboré avec énormément de savants de son époque, et dans son fameux livre de 1000 pages, il donne tous les noms, et il n'est pas du tout celui qui s'accapare, comme a fait Pasteur, les découvertes des uns et des autres. Hein, par exemple, le vaccin contre la rage, c'est pas Pasteur qui l'a mis au point. Ce sont d'autres scientifiques, des vétérinaires, voilà. Mais Pasteur s'est accaparé la découverte, et la plupart des découvertes, des pseudo-découvertes qui font la médecine d'aujourd'hui, ont été accaparées par Pasteur, mais n'ont pas été faites par Pasteur lui-même. Et donc, Pasteur était un personnage au caractère absolument insupportable, selon tous les biographes, et en particulier sa famille, hein, et il ne supportait pas la contradiction, il ne supportait pas la discussion. Ok. Ok. Et justement, en quoi la vision des microzymas bouscule-t-elle notre compréhension du vivant? Ça bouscule tout. Parce que par A plus B, si la cellule est constituée par les microzymas, si elle naît à l'état adulte et non pas à travers une mitose ou une méiose comme le prétend la biologie moderne, ça remet tout en cause. Ça remet en cause également tout ce que nous croyons savoir sur la cellule, avec tous ces organismes intracellulaires, que ce soit les mitochondries, l'appareil de Golgi, toutes les structures intracellulaires, l'ADN, toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en fait, on ne sait pas. Et il faut bien comprendre que la biologie moderne ne travaille jamais sur l'examen du vivant. Elle travaille toujours sur des tissus qui sont d'abord tués avec du formol et de l'acide, ensuite déshydratés, c'est-à-dire qu'on enlève 80% de la matière vivante, ensuite dégraissés, ensuite inclus dans la paraffine ou du plastique liquide qu'on fait solidifier ensuite coupé en tranches ultra fines avec un système de guillotine qui dilacère et fripe absolument les coupes. Ensuite, c'est récupéré sur une lame en verre. On passe la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 700 degrés pour fixer la coupe sur la lame. Ensuite, on fait un nouveau dégraissage pour enlever la paraffine. Ensuite, on fait un mordançage, c'est-à-dire qu'on plonge le milieu dans un bain d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique brûlant, c'est-à-dire le pire caustique qui puisse exister, pour faire des trous et des stries à l'intérieur de la coupe. Ensuite, on met un colorant et ensuite, on prétend s'extasier sur le vivant. Mais ces gens sont complètement à côté de la plaque, quoi. Alors que Béchamp n'a jamais travaillé que sur le vivant. Il n'a jamais touché à ce genre de procédé hallucinant, quoi. Voilà, et là, je ne parle que de la microscopie optique,
Mais en microscopie électronique, c'est du plastique liquide qu'on fait durcir, c'est-à-dire qu'on déclenche une réaction chimique à l'intérieur même des tissus, puisque le plastique liquide doit pénétrer à l'intérieur des structures que l'on veut examiner. Ensuite, on fait des coupes ultra fines là aussi. Ensuite, on fait une coloration en projetant de la peinture métallique à base de tungstène, comme pour les voitures. Et c'est à partir de ça qu'ils prétendent décrire l'intérieur de la cellule, qui prétendent décrire les mitoses, les méioses et tout ça. C'est hallucinant. Sur un tissu qui est regardé vivant, on ne voit jamais de multiplication cellulaire comme ça. Les cellules se construisent. On les voit se construire, les microzymas grouillent pour constituer la membrane cellulaire. Et puis petit à petit, ils s'organisent. À l'intérieur, on voit un groupement de microzymas qui va constituer le noyau cellulaire, etc. Mais tout ça, c'est sur le vivant. C'est pas du tout ce que nous raconte la médecine, enfin la biologie officielle, c'est pas de la médecine. Voilà, donc Et justement, le but, si je comprends bien, donc le but des microzymas, s'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de notre corps, les microzymas, ils vont tous se rassembler et ils vont travailler ensemble pour justement régler ce problème. Absolument. Voilà, les microzymas, ils sont missionnés quelque part. Et je pense que c'est par le créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ils sont missionnés pour nous maintenir en vie, maintenir notre forme, nos fonctions, nos caractéristiques esthétiques ou autres, et pour maintenir le tout en bonne santé. Lorsqu'il y a des problèmes, bon, ben, ils s'en occupent. Et ils s'occupent de nous guérir, comme ils se sont occupés de nous bâtir. Et justement, on peut dire en quelque sorte, comme tu l'avais précisé au début, que une fois que nous, on décède, les microzymas continuent à travailler. On peut dire en quelque sorte que, entre guillemets, on peut dire peut-être qu'on est peut-être immortel grâce aux microzymas. Alors, on n'est pas immortel, mais notre matière terrestre, elle va être transformée en humus, Oui. et donc elle va prolonger le vivant, hein, quelque part, mais pas sous notre forme actuelle. Quoi, hein. C'est ça. On va être. Ce ne sera pas une réincarnation. On va être réincarné, les microzymas, peut-être, ils vont nous. Je dis ça peut-être comme ça, hein, peut-être les microzymas, ils vont peut-être nous suivre, j'en sais rien. Ou quoi, nous suivre. Nous suivre. Non, oui. Je ne pense pas. Je pense qu'après notre mort, les informations génétiques héréditaires qui étaient inscrites dans le microzyma vont s'effacer. Parce que c'est mon opinion, j'ai une étude, et qu'ils vont pouvoir, en fonction de l'environnement, bâtir des végétaux, bâtir d'autres êtres vivants. Mais peut-être à commencer par les végétaux, quoi. Est-ce que on peut dire aussi qu'en quelque sorte, c'est un des maillons de la chaîne, c'est-à-dire que une fois que les microzymas partent de notre corps, donc ils retournent à la Terre, le premier animal qui a peut-être consommé des microzymas, c'est les vers de terre, et ainsi de suite. Alors, oui et non, les vers de terre sont déjà des êtres organisés. Hein. Donc, je pense qu'au départ, c'est vraiment un humus qui est multifonctionnel, qui peut tout, et puis qui va être utilisé en fonction de l'environnement, en fonction des radiations qui nous viennent d'ailleurs, en fonction de plein d'éléments, qui va être missionné pour construire un autre être vivant. Ok, et souvent on entend parler, même quand on avait fait la vidéo, on parle beaucoup de microzymas, mais il y a toujours un élément qui s'attache avec les microzymas, c'est les enzymes. Oui, alors ça c'est une des premières particularités découvertes par Béchamp, c'est que les microzymas synthétisent des enzymes qui sont capables de transformer le milieu dans lequel ils vivent. Et Béchamp était en admiration, mais vraiment en admiration. Il était complètement stupéfait
de la puissance de ces enzymes. Et si tu veux, je peux citer un petit passage, un petit paragraphe de Béchamp, où il dit qu'un alcali, c'est-à-dire une soude caustique, un acide puissant, attaque et transforme des matières organiques, il n'y a là rien qui surprenne. Mais que des images, ils appelaient ça des images, les enzymes à l'époque, mais que des images, des corps sans réaction chimique violente, pas du tout acides, pas du tout alcalins, opèrent des transformations aussi profondes que l'acide sulfurique ou la potasse, à dose extraordinairement moindre et à température peu élevée, généralement la température physiologique entre 37 et 40 degrés, voilà qui a lieu de surprendre. Et c'est là l'effet d'une merveilleuse harmonie. Les acides auraient produit des désordres redoutables, là où les images agissent avec une douceur physiologique digne de la plus grande attention et qui provoque l'étonnement. C'est vraiment, il était émerveillé. Ok. Et justement, quel est leur travail, justement, à eux, les enzymes? Alors, il y a différentes sortes d'enzymes. Il y a des enzymes qui sont sécrétées par les microzymas à l'extérieur, qui sont là pour modifier le milieu dans lequel ils sont. Et il y a des enzymes qui sont utilisées pour digérer les aliments à l'intérieur même du microzyma. D'accord. Une action encore plus profonde, quoi. On peut dire en quelque sorte que ces enzymes qui se trouvent autour des microzymas, ils vont se nourrir des aliments qu'on a absorbés et après qui vont les donner aux microzymas ou vice-versa. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, il y a le milieu extérieur avec un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles les microzymas peuvent agir en sécrétant des enzymes à l'extérieur d'eux-mêmes. D'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi les besoins des microzymas. Les microzymas ont besoin pour vivre d'aliments et ils ont besoin de les digérer. Et pour les digérer, ils ont besoin d'autres images, d'autres enzymes, mais là qui sont en général beaucoup plus puissants et qui vont permettre le maintien de la température du corps, etc. Donc c'est vraiment très très important. Oui, donc ils collaborent tous les deux en gros. Les enzymes extérieures et les enzymes intérieures, oui, on peut dire, oui. Mais ce n'est pas une collaboration, elles ne sont pas douées de vie, les enzymes, ce sont des protéines, donc elles ne sont pas spécialement douées de vie, mais les unes font quelque chose, les autres font autre chose. Chaque enzyme a une action spécifique, c'est bien connu aujourd'hui, même par la médecine officielle. Yes. La biologie, on va dire, je confonds toujours médecine et biologie, ce n'est pas tout à fait pareil. Et justement, est-ce que tu peux nous dire la différence entre Pasteur et Béchamp, comment ils ont travaillé? Parce que est-ce qu'on peut dire justement que la maladie vient toujours de l'intérieur du terrain? Donc, est-ce que tu peux nous aborder ce sujet, la différence des deux? Oui, alors, il n'y a pas forcément une différence très importante parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la psychosomatique, Béchamp pas plus que les autres, pas plus que Pasteur, on ne connaissait pas les vitamines, on ne connaissait pas vraiment ces notions de terrain fondamentales. Et donc, ils en étaient au tâtonnement à ce niveau-là. Alors, bon, pour Pasteur, il est clair que la maladie était provoquée par une bactérie en provenance de l'extérieur, transportée par les poussières de l'air, alors que pour Béchamp, il avait pu démontrer, il a démontré de façon tout à fait rigoureusement scientifique, que 99% des bactéries que nous observons lors des maladies sont endogènes, bâties par nos propres microzymas. Donc, Béchamp pensait que les microzymas étaient devenus à ce moment-là pathogènes, qu'ils étaient devenus malades. En fait, ce n'est pas du tout ça. On sait aujourd'hui, grâce à la psychosomatique, que les bactéries sont bâties par les microzymas pour démonter une pathologie, c'est-à-dire un cancer ou un équivalent de cancer qui préexiste, qui était là avant et qui avait d'autres fonctionnalités, qui avait une utilité précise, qui n'était pas là pour nous tuer. Un cancer n'est pas là pour nous tuer. Un cancer, il est là pour nous permettre de faire face à une situation de stress invivable. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là.
Ouais, en quelque sorte, le microzima, il est ici. Il y a un dérèglement dans notre corps. Lui, il va venir pour justement régler ce dérèglement. Voilà, et il va utiliser des bactéries qu'il construit, qu'il bâtit, au même titre qu'il bâtit les cellules, pour avoir plus d'efficacité. Ok, Voilà. C'est là qu'on décèle la maladie. Quand on regarde dans le sang, on va trouver ces bactéries. Alors, pour M. Pasteur, cette bactérie, elle vient de l'extérieur, elle serait la cause des maladies. Et Béchamp comprend que la bactérie est endogène, mais il ne comprend pas à l'époque pourquoi elle se met à déclencher la maladie. Il n'a pas la possibilité de le comprendre, puisqu'à l'époque, la psychosomatique n'est même pas envisagée nulle part, quoi, hein. Personne n'en parle encore. Il ok. faudra attendre Et, ça. et justement, comment expliquer que le corps puisse créer lui-même des agents pathogènes? Alors, ce ne sont pas des agents pathogènes, ce sont des agents de guérison. Ça n'a rien à voir. Et Béchamp a pu démontrer qu'il peut y avoir des bactéries qui viennent de l'extérieur, qui sont en fait les bactéries dont on parlait tout à l'heure, les bactéries bâties par les microzymas pour démonter les corps après la mort. Et ces bactéries ne sont pas spécialement pathogènes. Alors, ce qui est à noter quand même, qui est vraiment très intéressant, c'est que l'Institut Pasteur a aujourd'hui une nouvelle directrice, qui est une immunologiste excessivement brillante, qui s'appelle Madame Yasmine Belkaïd, qui, en 2024, sur France Info, a expliqué quelque chose de tout à fait passionnant et qui ouvre la porte probablement à la découverte, à la redécouverte des microzymas. Elle dit: nous sommes un conglomérat de microbes. Nous en hébergeons plus que de cellules. Et la grande majorité d'entre eux sont des passagers et parfois ils nous aident. Elle est encore loin de la réalité objective, mais quand même c'est pas mal. Et elle explique que ce ne sont pas les microbes pathogènes qui tuent, mais la réaction inflammatoire, et non pas l'agent soi-disant infectieux lui-même. Et donc pour elle, l'immunité n'est pas un système de régulation comme un arsenal de guerre, c'est une harmonisation et l'établissement de compromis entre les microbes et leurs hôtes. Bon, quand on sait aujourd'hui que 99% au moins de ces bactéries sont endogènes, fabriquées par nos propres microzymas, on est encore loin du compte, mais c'est un progrès considérable parce que nous Ouais. découvrons que les bactéries ne sont pas nos ennemis. Oui, tout à fait. Et justement, dans cette logique, parce qu'on entend beaucoup parler, ça va faire 4-5 ans, on n'arrête pas de nous dire, on parle de virus et que de virus. Et est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de nous? Je ne parle pas que des virus, surtout des bactéries, ou c'est quelque chose un peu plus complexe? Alors, les bactéries, c'est une réalité, ça existe, c'est bâti par nos microzymas. Les virus, c'est une hypothèse qui n'a jamais été vérifiée et confirmée. Aujourd'hui, aucun virologue dans le monde entier n'a pu isoler un seul virus. Et encore moins, il n'a pu démontrer qu'un virus pourrait déclencher une maladie. Donc, on est ici dans ce qu'on appelle un raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que les virus existent pour prouver qu'ils existent. Parce qu'on suppose qu'ils existent, c'est qu'ils existent. C'est pas de la science, c'est du mythe, c'est de la religion, c'est de la croyance. Ça n'a rien à voir avec une démarche scientifique. Donc il faut bien comprendre que le virus, alors, selon leur théorie, le virus mesure entre 2 et 300 nanomètres de diamètre. Alors, on a dit le microzyma, c'est entre 30 et 80 nanomètres de diamètre. Aujourd'hui, aucun virologue n'a pu isoler un virus qui mesure entre 2 et 300 nanomètres de diamètre. Béchamp, au XIXe siècle, avec les moyens de l'époque, était capable d'isoler les microzymas.
qui sont infiniment plus petits, qui sont 3-4 fois plus petits. Pourquoi est-ce que les virologues ne sont pas capables d'isoler les virus? Et je me pose la question, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment étrange et je me pose la question de savoir si ce ne serait pas parce que s'ils arrivaient à les isoler, ils seraient contraints de démontrer leur caractère pathogène. C'est-à-dire que ces virus seraient capables de déclencher des maladies. Donc là, on est vraiment... Il est clair que quelque part, ils doivent bien savoir d'une certaine manière, même si ce n'est pas tout à fait conscient, que ça ne tient pas la route. Donc je crois que toute la virologie moderne, aujourd'hui, est à repenser de fond en comble, et on ne pourra pas avancer à ce niveau-là tant qu'on n'aura pas véritablement isolé les virus et démontré de façon expérimentale, scientifique, qu'ils sont capables de déclencher des maladies. Pour le moment, on en est très, 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 très loin. C'est ça. Et surtout, comme tu l'as bien dit, de tous ces professionnels, mais pas que, mais même d'enlever tout ça de la mémoire, non pas de la mémoire, si on peut dire de la mémoire, mais de la tête des gens, s'il y a du boulot, hein, vraiment il y a du boulot derrière. Hein. Ah oui, parce qu'ils nous font du lavage de cerveau depuis des années avec cette histoire de virus. Bon, et c'est pratiquement 9 vaccins sur 10 sont contre des virus, orientés contre des virus, alors que on n'a aucune certitude, et on a même plus la certitude que c'est une croyance et non une science, que les virus existent, et puis on n'a aucune certitude que les virus puissent déclencher une maladie, et donc que les vaccins puissent servir à quelque chose. Donc on est complètement à côté de la plaque sur ce plan-là. C'est clair qu'on est à côté de la plaque, et justement, sans rentrer dans les détails, quel regard portes-tu sur les vaccins dans cette perspective par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début? Alors, les vaccins, déjà, Béchamp était contre. Tous les grands scientifiques sérieux de l'époque ont alerté sur le danger des vaccins. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, la pratique de la vaccination a été faite de façon tout à fait bienveillante et, je veux dire, humaniste dans le but de préserver les gens de maladies graves ou les animaux. Bon, donc c'était souvent d'ailleurs mis au point d'abord pour les animaux, puis ensuite pour les gens. Donc c'était vraiment, les vaccins, c'était vraiment quelque chose de tout à fait honorable à l'origine. Et c'est Pasteur qui a transformé ça en un système de corruption et d'argent et de conflits d'intérêts monumentaux au coin. Donc, en 2 mots, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui sur les vaccins, bon, en dehors du fait qu'ils ne sont pas anodins, qu'ils sont accompagnés de poisons extrêmement violents à des doses énormes qui affaiblissent complètement la vitalité des enfants et des adultes. On l'a vu avec le Covid, à quel point c'est grave. Mais pas que. Hein, on sait que les enfants vaccinés, les petits-enfants vaccinés, ont 2 fois plus, si ce n'est pas 3 fois plus, de cas de mort subite du nourrisson que les enfants non vaccinés. Donc ça multiplie par 2 ou 3 la mortalité infantile. Donc c'est vraiment extrêmement sérieux, quoi. Mais on sait en plus, depuis quelques années, depuis les années 2010 à peu près, que les anticorps qui sont normalement provoqués par la vaccination sont très souvent, on ne sait pas encore vraiment quelle proportion, mais sont très souvent facilitants. C'est-à-dire que non seulement ils ne vont pas protéger contre la maladie, mais ils vont favoriser la contamination et aggraver la maladie, la rendre 10 fois plus grave et souvent mortelle. Voilà, en quelques mots. Donc, la vaccination aujourd'hui, il faut vraiment la repenser de fond en comble. Il n'est pas impossible qu'elle soit utile dans certains cas pour certaines maladies. Je pense personnellement, par exemple, que le BCG peut être très intéressant
dans certains processus cancéreux particuliers, mais lorsque le vaccin est pratiqué de façon systématique, automatique, sur des populations entières, sur des milliards d'individus, là, non. Là, je dis non, c'est une aberration, c'est aux antipodes de la science et de l'intelligence. C'est une histoire d'argent. C'est vraiment scandaleux. C'est ça. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la vaccination, est-ce que tu penses que, justement, à cause de ça, les microzymas sont déréglés, ils se dérèglent, ils peuvent plus suivre, ils peuvent plus, comment dire, essayer de faire leur travail qui leur est dû à Voilà, force de ces vaccinations non-stop. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'il les dérègle. oui. Moi, je vais parler de vitalité. Tu vois. Tout le monde chante l'immunité acquise ou l'immunité naturelle, peu importe, mais tout le monde chante l'immunité qui nous protégerait des maladies. Moi, je pense il faut déplacer la question. C'est pas une question d'immunité, c'est une question de vitalité. Est-ce qu'on a suffisamment de puissance vitale en nous, auquel cas les maladies ne sont jamais graves, ou bien est-ce que notre vitalité est effondrée et tous les poisons et tous les vaccins, toutes les chimiothérapies, tous les antibiotiques, tous ces trucs-là effondrent notre vitalité. Et C'est donc, ça. ça ne veut pas dire qu'il faut jamais prendre d'antibiotiques, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais faire de vaccin, mais au cas par cas, dans des circonstances où on pèse le pour et le contre, on mesure le risque, on espère une amélioration, mais pour un cas particulier, pas de façon standard, systématique, automatique. Ça, c'est pas de la science, c'est même pas de la science vétérinaire. Les vétérinaires, bon, ils sont obligés de vacciner aujourd'hui, mais sinon, lorsqu'ils sont confrontés à une maladie, ils s'occupent de l'animal, ils ne s'occupent pas forcément du troupeau. Donc, je crois que ouais, les vaccinations aujourd'hui, c'est de la médecine de troupeau. Et c'est pas pour rien. Quelque part, on essaye de, de diminuer la splendeur de l'être humain pour en faire un élément de troupeau, pour en faire un clone, quelque part. C'est vraiment. Il y a un plan concerté derrière tout ça et qui est vraiment très diabolique. Hein. Je crois on peut aller jusque-là. Et justement, est-ce qu'on pourrait envisager une médecine qui travaille exclusivement avec le terrain? Si oui, avec tout ce que tu viens de dire et avec tout ce qu'on voit, tu pourrais dire qu'il nous faudrait combien de temps justement pour recommencer à zéro, pour justement que vraiment les médecins travaillent exclusivement sur le terrain, donc en nous. Alors, si tu veux, c'est important de comprendre que le terrain va jouer sur la vitalité. Mais il ne va pas jouer sur les pathologies et les maladies. Il va rendre les pathologies et les maladies moins graves, mais il ne va pas les éliminer. Pourquoi? Parce qu'il faut intégrer en plus du terrain la dimension psychosomatique. On sait aujourd'hui de façon scientifique que la conviction qu'un médicament va t'améliorer, si cette conviction est partagée en plus par ton thérapeute, va donner 60% d'effets positifs. Et si au contraire, on est convaincu qu'un médicament va nous faire du mal, ou que quelque chose va nous faire du mal, ça peut nous amener à la mort. Hein, on a vu, ça a été constaté il n'y a pas tellement longtemps, un monsieur qui s'est laissé enfermer dans un wagon frigorifique et qui est mort congelé dans le wagon frigorifique. Le seul problème, c'est que le wagon frigorifique n'était pas connecté, n'était pas branché. Et donc la température dans le wagon frigorifique était normale. Elle n'était pas glacée. C'est parce qu'il a cru qu'il allait mourir congelé qu'il est mort congelé. Donc la puissance de la psyché
est absolument phénoménal. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui non seulement coupler le terrain qui va jouer sur la vitalité, mais il faut aussi coupler impérativement la notion de psychosomatique, parce qu'on ne peut pas comprendre le processus cancéreux si on n'a pas la psychosomatique. Et on peut avoir la meilleure vitalité du monde avec tous les compléments alimentaires, vitamines, la meilleure alimentation possible du monde, et on peut quand même développer des cancers. Parce que le cancer, c'est une solution de survie caïque, mal gérée par le cerveau, parce que ce sont des solutions qui remontent à la nuit des temps, qui sont des programmations qui peuvent remonter à l'époque des poulpes ou à l'époque des premières créatures sur la planète, et, et qui ne sont pas du tout adaptées à notre vie moderne d'être humain. Voilà, donc on est dans des mécanismes qui ne sont pas destinés à nous faire souffrir ou à nous faire mourir, mais qui ne sont pas adaptés. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler non seulement sur la vitalité, bien sûr, donc sur le terrain, mais travailler aussi sur la dimension psychosomatique. Et c'est peut-être là qu'il va falloir s'aider avec des techniques un peu particulières qui vont être d'ordre électromagnétique. On sait qu'avec Tesla, Lakowski, Prioré, tous ces gens-là, ils ont réussi à guérir des cancers en remontant quelque part le niveau d'énergie spécifiquement dans la boîte crânienne, entre autres. Alors, je ne pense pas qu'ils étaient au courant de la psychosomatique, eux, ces chercheurs-là, ils ne connaissaient pas, mais en fait, leur irradiation électromagnétique touchait aussi le cerveau, ce qui a permis des guérisons de cancer. Et je pense que si on focalise des ondes scalaires, de la photothérapie, de la chromatothérapie sur le cerveau, et en particulier sur la partie du cerveau qui gère ces processus cancéreux, à savoir le cerveau limbique, on devrait pouvoir bloquer les processus cancéreux en réactivant, si tu veux, une adaptabilité du cerveau limbique à notre monde d'aujourd'hui. Donc ça, ce sont des acquis des neurosciences. On sait que lorsqu'il y a un stress trop violent qui met la vie en danger, le cerveau limbique court-circuite le mental et la conscience. Et donc, on est complètement dans des mécanismes archaïques qui ne sont plus du tout adaptés à notre vie moderne. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de mal. Justement, que penser de l'approche pasteurienne à la lumière des microzymas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce niveau-là? Pasteur ne voulait pas entendre parler des microzymas, donc pour lui, il n'en était pas question. L'approche pasteurienne est une approche guerrière, c'est-à-dire qu'on se bat. On se bat contre des bactéries, on se bat contre des prétendus virus, on se bat contre des cellules cancéreuses, on se bat contre des processus des AVC, des choses comme ça. Alors, avec parfois des résultats qui sont tout à fait intéressants, utiles. La chirurgie peut être utile, certains médicaments, les anticoagulants, l'aspirine, il y a vraiment des médicaments qui sont remarquables, qui sont des découvertes fabuleuses. L'aspirine, c'est un dérivé du sol, c'est du bouleau, je crois. C'est plutôt du bouleau, c'est pas du sol. Mais je crois qu'il y en a aussi dans le sol. Donc, ce sont de la phytothérapie, quelque part. Donc, il est clair qu'il y a de très bonnes choses dans la médecine officielle, mais toute la partie infectiologie, virologie et cancérologie est à revoir, complètement de fond en comble. Combien de temps il faudra pour que ça bascule? Ça peut être rapide, ça peut prendre quelques années, mais ça peut être long parce que il y a des conflits d'intérêts monumentaux derrière, à moins qu'il y ait vraiment le changement de paradigme qui s'installe de façon vraiment concrète et qui soit étayée par un pouvoir politique intelligent, ce qui peut arriver, ça risque de prendre des années. C'est clair. Voilà. Et justement, dis-moi, est-ce que tu
tu penses que c'est justement ces Big Pharma, ils doivent connaître, je pense qu'ils doivent connaître, ils ont dû étudier aussi les microzymas. Et justement, est-ce que tu penses que pendant la période du Covid, avec leurs vaccins, est-ce que ces vaccins, peut-être, ces vaccins-là ont permis de lire les microzymas et justement de les perturber et de voir ce qu'on voit actuellement? Je ne pense pas que ces gens soient assez compétents pour aller lire ce qui se passe au cœur des microzymas, parce que alors là, ça voudrait dire que la science biologique a fait des progrès considérables. Je ne le vois pas comme ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont pu constater à quel point les vaccins, et ça ils le savent, à quel point les vaccins font dégringoler la vitalité des individus vaccinés, et ils en ont rajouté une couche. Alors avec tout leur délire de manipulation génétique, d'ARN, d'ADN, tous ces trucs-là, de protéines spike, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Comment pourrait-il y avoir une protéine spike alors que les virus n'existent pas? Comment pourrait-il y avoir de l'ADN ou de l'ARN, puisque, en fait, le virus qui serait dépositaire de cet ADN ou de cet ARN n'existe pas? Donc, on est complètement à côté de la plaque. Par contre, ils savent très bien qu'en ajoutant dans les vaccins des toxiques qui baptisent adjuvants d'immunité ou qui baptisent adjuvants tout court, il y a du mercure, il y a de l'aluminium. Dans les derniers vaccins, il y a du graphène, mais il y a des tas de poisons excessivement violents. C'est ça qui effondre l'immunité des personnes vaccinées, et de ce fait-là, qui va rendre tous les cancers plus graves. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément multiplier les cancers. Oui et non. Ça peut multiplier les cancers au sens où cette baisse de vitalité fragilise le psychisme des gens, et des stress mineurs vont les mettre en situation de somatiser. Alors que s'ils ont une bonne vitalité, ils ne vont pas somatiser. Voilà. Mais surtout, ces cancers vont flamber 2 ou 3 fois plus vite parce qu'il n'y a pas de vitalité derrière pour leur faire face. Ce n'est pas une histoire d'immunité, c'est une histoire de vitalité. Et par conséquent, les microzymas sont complètement débordés, dépassés. Ils obéissent aveuglément aux ordres du cerveau limbique, et quelque part, ils ne savent pas s'arrêter parce qu'ils sont dans un milieu complètement délétère, hyper oxydé, avec c'est hyper alcalin, hyper oxydé. Enfin, c'est vraiment terrifiant, quoi. Donc, quelque part, la campagne de vaccination covidienne, elle a de toute évidence été orchestrée dans le but de dépopuler la planète. Hein. Donc, on sait que les mondialistes veulent absolument arriver à descendre la population mondiale de 8 milliards à 500 millions. Donc, ils ont du pain sur la planche. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils y travaillent. En tout cas, ils y travaillent certainement depuis 1950, date à laquelle ils ont ajouté l'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins, qui est un poison excessivement violent, qui génère l'autisme, la folie, etc. Donc, on est vraiment dans un système qui est diabolique, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais, et justement, au début, tu avais parlé que les microzymas vivaient après la mort cellulaire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a observé, qui l'a vu? Oui, Deschamps. D'accord. Et il l'a vu sur un corps humain ou? Ah, sur des animaux, sur des végétaux, oui, il a fait des. D'accord. Ah, mais le travail de Deschamps est colossal. Il travaillait sans arrêt, il faisait de nouvelles expériences tous les jours. Et c'était des expériences qui pouvaient durer des années, des fois 10 ans, 20 ans. Et on peut pas. Moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'en 2025, avec toute cette technologie que nous avons actuellement, je ne peux même pas m'imaginer le travail colossal qu'il y a eu derrière. Déjà à Oui. cette époque. Le travail de Deschamps a été
d'ailleurs complété. Béchot travaillait avec des antiseptiques et des choses comme ça. Mais il y a des chercheurs après lui, après sa mort, qui se sont amusés à prendre un morceau de beefsteak et à l'enfermer dans du métal en fusion, qu'ils ont laissé refroidir. Donc à des températures hallucinantes. Hein. Et ils l'ont laissé pendant quelques années. Et il est clair que dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de contamination à l'extérieur, puisqu'on est sur du 600-700 degrés ou plus. Je ne sais pas quelle température il faut pour faire fondre du métal, à part le mercure. Donc, ce n'était pas du mercure, hein, on est clair. Bon. Et puis, au bout de quelques années, ils ont cassé le bloc dans des conditions d'asepsie absolue. Et ils ont pu constater que le morceau de muscle grouillait de bactéries. Donc, les microzymas étaient toujours vivants à l'intérieur et ils avaient commencé le démontage de cette matière vivante pour la redistribuer dans la matière azotée de l'humus. Voilà, donc on est vraiment sur des réalités scientifiques là, et qu'on peut réitérer quand on veut. On peut, n'importe qui, si tu veux, avec le livre de Béchamp, on peut reprendre tous les protocoles de Béchamp aujourd'hui. Et j'ai un ami qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui les a repris, qui a refait ses expériences et qui a obtenu exactement les mêmes résultats. Il est mort il y a quelques années, cet ami. Donc c'est pour dire que vraiment c'était un travail hyper scientifique. Et qui ouais. Et justement, quel est le lien entre microzyma et bactéries? Est-ce une transformation ou une création? Une bactérie est constituée de centaines de milliers de microzymas. Donc une bactérie est bâtie par les microzymas. Quelque part, les microzymas s'associent pour avoir plus de force et pour faire un travail plus rapidement. Donc les microzymas ne deviennent pas bactéries, ils bâtissent des bactéries. D'accord. On peut dire en quelque sorte que c'est une création. Oui, c'est une création. Et c'est assez étonnant puisque il y a des gens qui parlent de pléomorphisme bactérien, c'est-à-dire que c'est un mot compliqué qui veut dire qu'une bactérie peut se transformer. Et ces gens ont pu démontrer que si on part de bacilles tuberculeux, par exemple, à un moment donné, on se retrouve avec non plus des bacilles tuberculeux, mais des colibacilles. Alors, c'est tout à fait possible, sauf qu'ils n'ont pas vu la phase intermédiaire. Dans la phase intermédiaire, le bacille tuberculeux redevient des microzymas libres, et ce sont les microzymas libres qui ensuite vont bâtir les colibacilles. Excusez-moi, c'est mon chien qui joue avec la gamelle des chats. Il n'y a pas de souci. Comment? Je disais, il n'y a pas de problème. Tess. Justement, il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question. Est-ce que les bactéries ont pu se former après refroidissement du métal? Alors, bien sûr, dans la mesure où le steak n'est pas cuit jusqu'au cœur, les bactéries peuvent se former. Bon, par contre, si le steak est cuit à cœur, c'est-à-dire que c'était un morceau de viande assez volumineux, pour que le centre reste vivant, et donc là, oui, ça peut se former. Et justement, est-ce que tu penses que les microzymas jouent un rôle alimentation de la santé? Je ne comprends pas très bien ta question. Quel rôle joue l'alimentation de la santé des microzymas? Quelle joue l'alimentation sur la santé des microzymas? Oui. Oui. Alors, l'alimentation est très importante. Les microzymas ont besoin d'un certain nombre de nutriments, c'est clair. Mais il faut bien comprendre que ils ont besoin de sucre, ils ont besoin de matières grasses, ils ont besoin de protéines, ils ont besoin de sels minéraux, ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de plein de choses. Mais les microzymas réceptionnent aussi les informations émotionnelles présentes dans certains aliments. Si je prends par exemple le cas des laitages, au jour d'aujourd'hui, et c'est pas d'hier,
pour avoir du lait en quantité suffisante et gagner assez d'argent, les agriculteurs qui font de l'élevage de vaches laitières arrachent le veau à la mère à la naissance, le laissent pleurer à côté pour déclencher un processus cancéreux des mamelles de la mère. Donc c'est un processus cancéreux psychosomatique, ce qui va permettre à la mère, au lieu de fabriquer 5 à 6 litres de lait pour son bébé, d'en fabriquer 10, 15, 20, 30, voire 50 litres par jour. Et ce sera un lait encore plus nourrissant, encore plus riche, mais qui est vecteur d'une souffrance qui s'est imprimée sur des jours, des semaines, des mois, des années. Et cette souffrance, on va se la récupérer. C'est-à-dire que si vous mangez du beurre, si vous mangez du fromage, si vous mangez des laitages, quels qu'ils soient aujourd'hui, à base de laits animaux, c'est vrai pour les vaches, c'est vrai pour les chèvres, c'est vrai pour les brebis, eh bien, vous ingérez cette souffrance. Et cette souffrance va impacter les microzymas, ça va éteindre leur vitalité, ça va vous mettre dans une situation de tristesse, de mélancolie, et en plus, ces animaux, souvent, ils sont immobilisés, les vaches en particulier, on les immobilise, donc on va avoir des tas de problèmes articulaires, parce qu'on n'a plus besoin de nos articulations, puisqu'on ne peut plus bouger. Donc, tout ça impacte sur nos microzymas, de façon évidente. Donc, s'il y a un aliment à proscrire aujourd'hui, c'est tous les laits animaux jusqu'à ce que les agriculteurs, les paysans comprennent qu'on peut laisser le veau à sa mère, on peut prendre simplement le surplus, si on continue à tirer le lait, on en aura quand même suffisamment pour faire du beurre, du bon fromage, quitte à le vendre 5 fois plus cher, puisque là, le rendement est 5 à 10 fois moindre, mais là, il n'y aura aucun souci. Alors que toute la souffrance imprimée dans ces laitages se répercute automatiquement sur nos microzymas et donc sur nous, puisque ce sont nos microzymas qui nous bâtissent de fond en comble, qui sont à l'origine du vivant de ce que nous sommes, quoi. Voilà, donc l'alimentation est très très importante et nous avons besoin, pour remonter notre vitalité en plus, d'aider nos microzymas en leur apportant des vitamines qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Alors la vitamine C, l'être humain ne sait pas la synthétiser, donc ça c'est impératif, il faut tous se complémenter en vitamine C, de l'ordre de 10 grammes par jour pour un adulte. Je ne dis pas 10 milligrammes, hein, 10 grammes, c'est-à-dire 10 000 milligrammes, parce que racontent les pharmaciens ou les médecins. Il faut se complémenter également en vitamine du groupe B, en vitamine E naturelle, pas celle de la pharmacie, en vitamine D3, parce qu'avec les chemtrails, ils bloquent les UV. Donc, on a de moins en moins la possibilité de synthétiser notre vitamine D3. Ben bon, ça devient dramatique aujourd'hui. On est obligé de se complémenter artificiellement et c'est vraiment terrifiant. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, pour justement restructurer les microzymas, est-ce que tu penses qu'un jeûne peut aider de faire un jeûne? Alors non, le jeûne ne va pas aider les microzymas, parce que le jeûne va les priver de nutriments et va les obliger à faire un travail de transformation pour continuer à survivre. Donc, c'est pas à ce niveau-là que va travailler le jeûne. Le jeûne, il va travailler sur un autre plan. Le jeûne va travailler en ouvrant la conscience. Puisque, si vous voulez, quand on jeûne, automatiquement, on n'a pas le travail de digestion à assumer. Et donc, le cerveau va être beaucoup mieux irrigué, beaucoup mieux approvisionné en sucre et en tout ce dont il a besoin, en corps cétonique dont il a besoin pour travailler. Donc, notre mental va être beaucoup plus efficient. Mais surtout, il va y avoir une ouverture de la conscience. Et la conscience ne se situe pas spécialement dans le mental, elle se situe plutôt au niveau du ventre, au niveau du hara, selon moi, là où siège notre esprit. Esprit, c'est l'anagramme de tripe, il faut le savoir. Si vous changez l'ordre des lettres d'esprit, vous tombez sur tripe. C'est pas pour rien. C'est là que se trouve l'esprit, la véritable intelligence, la capacité d'aimer vraiment, pas de l'amour inconditionnel, qui est encore un amour de bas étage, mais l'amour spirituel, et c'est complètement différent. Enfin bon, on pourrait. Oui, de toute façon, tout est lié. Voilà, La tout est. spiritualité, de toute façon, ça en fait partie. Mais justement, tu as parlé du lait,
Mais selon toi, qu'est-ce qui affaiblit aujourd'hui les microzymas, à part le lait, la viande? Qu'est-ce qui peut aussi affaiblir les microzymas? Alors, la viande n'a aucune raison d'affaiblir les microzymas, sauf si elle est calcinée et si elle est trop cuite. Chaque être vivant est assujetti à la mort, il doit y passer un jour ou l'autre, et ça n'a pas le temps de s'imprimer. Si tu veux, la souffrance des animaux, des vaches laitières ou des brebis ou des chèvres, c'est que ça s'accumule d'une année à l'autre, d'un mois sur l'autre, c'est terrifiant. Alors que la viande, non, il y a rien qui s'est imprimé dans la viande, donc la viande n'est pas un ennemi. Hein, je pense que. Alors par contre, bien sûr, si on consomme de la viande de supermarché qui vient de pays où les animaux ont été maltraités, alors là, oui, il faut éviter. Mais si vous prenez la viande locale, dont vous pouvez connaître l'origine, et le petit boucher du coin, en principe, c'est du sérieux. Et là, il n'y a aucun souci. Alors après, les autres aliments nocifs, je dirais, il y a les excitants en général. Hein. Donc le café, le thé noir, les choses comme ça. Le thé vert, il n'y a pas de souci, mais le thé noir est aussi le café. Donc ces aliments excitants nous fragilisent sur le plan psychosomatique et font qu'on va plus facilement développer un cancer que si on n'en consomme pas ou très peu. Donc je crois qu'il faut consommer trop de café, il ne faut pas consommer trop de thé noir, mais en dehors de ça, on peut manger de la viande, on peut manger ce qui nous fait envie. Il faut retrouver l'instinct. Hein. Quelque part, notre corps sait ce dont il a besoin et nos microzymas nous disent vers où aller. Et j'ai beaucoup aimé Burgère, le docteur Burgère à l'époque, qui a mis en avant l'instinctothérapie, l'instinctonutrition, où il fallait aller au marché et puis flairer et puis se dire est-ce que j'ai envie de manger ça cru comme ça, tel que bon, peut-être cru c'est excessif, mais voilà. Mais on a un instinct et on l'a un peu perdu dans notre monde moderne, c'est dommage, mais il faut peut-être le retrouver. Ouais, tout à fait. Mais justement, à part tout ce qui est aliments, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut justement perturber les microzymas. Je pensais aux ondes électromagnétiques. Est-ce que les pesticides aussi peuvent jouer un rôle, comme aussi bien les médicaments? Les chemtrails qu'on nous balance en longueur de journée, ça peut aussi les perturber? Alors, oui, les ondes électromagnétiques, pas forcément. Les rayonnements, même les rayonnements nucléaires ou autres, ils sont capables de supporter, ça on le sait. Mais par contre, oui, tous les poisons vont plomber nos microzymas, ça c'est clair, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, que ce soit des chemtrails, que ce soit de l'agriculture, que ce soit des médicaments, que ce soit tout ça, ça va plomber nos microzymas. C'est un immense problème. On œuvre pour la vitalité, on œuvre pour l'immunité, quoi. Hein. Si en plus on donne à nos microzymas les vitamines dont ils ont besoin pour se débarrasser des poisons, bon, ben, en principe, on aura une bonne vitalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas malade, mais la maladie ne sera pas grave. Hein, et elle ne nous mettra pas en danger. Alors que si notre vitalité est plombée, ben, c'est clair qu'une maladie peut nous mettre en danger de mort. Et justement, est-ce que Béchamp a pu mesurer l'état de nos microzymas d'une manière ou d'une autre, ou justement, pas lui, mais quelques années plus tard jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un a pu le faire ou pas? Alors, c'est assez compliqué parce que Béchamp, lui, ne connaissait pas ces notions de terrain, si tu veux, donc il n'a pas cherché dans ce sens-là. Après, il y a des gens qui ont travaillé sur le terrain, c'est essentiellement Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau, le docteur Jeanne Rousseau qui était pharmacienne, et qui ont mis au point la technique de la bioélectronique qui permet de mesurer notre vitalité interne, mais ils ne connaissaient pas les microzymas. Donc on est sur deux voies parallèles, mais qui ne se sont pas rejointes. Donc c'est ce que j'essaye de faire, moi, c'est de rejoindre toutes ces techniques qui vont dans le même sens. Et je crois qu'il faudrait absolument coupler
ces techniques-là. Alors actuellement, la bioélectronique est une technique de laboratoire qui permet de savoir exactement si on est en état cancéreux, c'est-à-dire alcalin oxydé, si on est en état de santé et de jeunesse, c'est-à-dire acide réduit, ou si on est en phase de maladie, c'est-à-dire si on est en train de passer d'un état cancéreux à la guérison, alors soit par un état acide oxydé, soit par un état réduit alcalin. Voilà, donc c'est tout un processus clair qu'on connaît de façon certaine aujourd'hui, mais il faudrait voir comment ça se passe pour les microzymas, étudier les microzymas en même temps. Mais pour ça, il faut des moyens, il faut du temps, il faut des matériels. Il faut savoir qu'une mesure bioélectronique, pour un laboratoire qui fait que ça et qui en fait une centaine par jour, il y a 1 heure de préparation pour étalonner l'appareil. Si c'est pour une personne, c'est pas rentable. C'est même pas en rêve, quoi, hein. Ou alors il faudrait demander 200 ou 300 euros à la personne qui fait l'analyse. Mais si vous demandez 10 à 15 euros, parce que c'est une analyse qui se fait instantanément, vous mettez une goutte de sang, enfin une certaine quantité de sang, et vous avez immédiatement le résultat. Donc après, l'analyse elle-même, ça prend quelques secondes. Donc si on pouvait vulgariser cette technique de laboratoire, et faire en sorte que les laboratoires puissent le proposer à leurs patients de façon systématique, automatique, ça vaudrait vraiment la peine, ça ne coûterait rien. Sauf 1 heure de travail au départ, mais dispatcher sur une centaine de patients, c'est rien. Donc c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Alors, ce qu'il faudrait aussi obtenir par rapport à ça, c'est actuellement, on est obligé de travailler sur une certaine quantité de sang, c'est-à-dire faire une prise de sang de au moins 4 ou 5 millilitres de sang. C'est pas énorme, c'est pas la question. Mais n'importe qui n'a pas le droit de faire une prise de sang. Les laboratoires ont le droit, mais les infirmières ont le droit, mais à condition d'avoir une prescription médicale. Bon, c'est compliqué. On est dans un système très complexe. Mais un thérapeute, un naturopathe, par exemple, n'a pas le droit de faire de prise de sang. S'il n'a pas médecin ou infirmier, il n'a pas le droit de faire de prise de sang. Donc, ce qu'il faudra arriver à faire, c'est faire l'analyse avec des appareils qui mesurent sur du sang capillaire, c'est-à-dire sur une petite goutte de sang qu'on prélève avec les systèmes de diagnostic de la glycémie pour les diabétiques, par exemple. Donc là, on aurait le résultat aussi rapidement, mais il faut des appareils un peu sophistiqués. À mon avis, c'est pas très compliqué, mais il faut le matériel, il faut des ingénieurs qui se penchent sur la question, qui étudient les possibilités. Bon, je pense que c'est tout à fait viable, tout à fait faisable. Il y aurait certainement beaucoup moins de problèmes d'étalonnage au départ, et on pourrait faire ça à longueur de journée et pouvoir surveiller du matin au soir l'évolution d'un malade, voir s'il va vers le mieux ou s'il va vers l'aggravation, et donc corriger le tir s'il y a besoin. Mais pour ça, il faudrait vraiment mettre au point cet appareil. Voilà, donc ça, je fais appel à tous les ingénieurs qui existent sur la planète. Il faut nous trouver ce système-là, et là, on fera faire un pas de géant à la médecine, parce qu'on saura immédiatement si les gens sont en bonne santé, s'ils sont en terrain cancéreux, s'ils sont en train de guérir de quelque chose, et on pourra suivre l'évolution de façon extrêmement sérieuse, rigoureuse, scientifique. Voilà. C'est intéressant ce que tu disais, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un professeur, justement, on parlait, il a abordé les sujets sur les prises de sang, que c'était pas, justement, même avec une prise de sang, tu pouvais pas voir quels sont les problèmes liés aux parasites. Parce qu'ils font une prise de sang, mais c'est pas, ça va pas si loin, en fin de compte, quand tu réfléchis. Ça, c'est parce qu'ils ne savent pas les lire. Excuse-moi du peu, mais si tu fais une numération formée sanguine, tu sais tout de suite s'il y a des parasites. Tout à fait. Parce que sur la numération formée sanguine, si tu vois le taux de polynucléaires éosinophiles, tu sais tout de suite s'il y a des parasites ou pas. Si le taux est normal, il n'y a pas de parasites, c'est rare. Si le taux est élevé, c'est qu'il y a des parasites. Et ces parasites, en général, c'est des oxyures ou des vers à l'intérieur de l'intestin. Mais bon, après, toutes les théories qui disent que le cancer, ce sont des parasites, ça, c'est la foutaise, à mon avis. Ça ne tient pas là. Ouais. Et surtout, on a oublié un point important, on a oublié les recettes de grand-mère.
Les Parce que recettes c'est de vrai grand-mère. que quand on regarde ce qu'on fait 2 fois par an pour les animaux, on devrait le faire nous aussi, hein. Alors, oui, alors le seul problème, c'est toujours pareil, on est dans la domination de Big Pharma. Donc aujourd'hui, pour les parasites, on donne du fluvermal. Le fluvermal, c'est une chimiothérapie anticancéreuse épouvantablement toxique qu'on a été obligé de retirer de l'arsenal chimiothérapeutique parce que ça donnait vraiment trop de dégâts et qu'on a reconverti pour gagner, pour récupérer un peu des sous en vermifuge. Mais c'est abject, c'est un immondice, Oh là c'est un là là là. incroyable. Alors, il ne faut surtout pas donner de fluvermal. Alors, utilisez l'ail cru. Hein, l'ail cru au début du souper, tous les jours, pendant une vingtaine de jours, je vous garantis qu'il n'y aura plus un parasite dans vos boyaux. Hein, ça, c'est clair. Les parasites ne supportent pas le parfum de l'ail. Donc, un petit peu d'ail cru écrasé au début du souper, dans la soupe ou dans la salade, et il n'y a plus aucun problème de parasite. Hein. Et surtout, garder le germe de l'ail. Hein. Les grands-mères nous disaient toujours d'enlever le germe de l'ail parce que c'est indigeste. C'est vrai si vous mangez l'ail à la fin du repas parce que c'est d'une telle richesse. C'est tellement riche en oligo-éléments. Il y a du germanium, on n'en trouve nulle part ailleurs. C'est le seul aliment qui contient le germanium dont on a besoin pour vivre, qui est un oligo-élément essentiel. Bon, et si on le prend en fin de repas, quand on a l'estomac plein, qu'on a déjà. Évidemment, c'est pas digeste. Mais si vous prenez en début de repas, ça passe comme une lettre à la poste, ça vous fait un bien fou, ça remonte la vitalité, c'est génial. Mais en début de repas. Et il faut faire ça, il faudrait faire ça au moins à tous les solstices et à toutes les équinoxes. Ah, moi, Chaque fois, j'adore l'ail, hein. Je l'ai mis à toutes les salades. voilà, chaque fois qu'il y a un solstice ou un équinoxe, faites une cure d'une vingtaine de jours, même un peu plus, 20, 25 jours, un mois, c'est pas grave. Tous les soirs, un peu d'ail cru. Et vous verrez le résultat. Nous, on le voit avec nos animaux. Hein. On Oui, leur oui. Et passe pas de l'ail, justement, on a on leur parlé des. On a parlé croquette. de. Pardon. Vas-y, je t'en On est prie, continue. dans les croquettes, mais on leur met de l'ail déshydraté dans les croquettes, on mélange aux croquettes, on n'a plus jamais besoin de les vermifuger. C'est bien ça. Et justement, on a parlé un petit peu des parasites intestinaux, mais justement, est-ce qu'il y a un lien entre les microbiotes intestinaux et les microzymas? Alors, le microbiote intestinal, c'est très intéressant et très important, cette histoire-là. Le microbiote intestinal, c'est un organe à part entière. Il faut le considérer comme le foie, comme le pancréas, comme les poumons, comme le cœur. C'est un organe qui a une importance fondamentale, qui synthétise énormément de vitamines, qui fait énormément de choses, et qui est composé de bactéries extrêmement diverses en forme, parce qu'elles ont des fonctions différentes, qui sont endogènes, qui sont bâties par nos propres microzymes. Voilà, donc il est clair que si des bactéries sont assimilées par la bouche, elles sont démontées au niveau de l'estomac. Donc ce sont nos propres bactéries, nos propres microzymas qui bâtissent ces bactéries, et c'est un organe à part entière et c'est extrêmement important. Ah, je t'entends pas, c'est ton son désactivé. Ah, on peut dire, c'est pas qu'on peut dire, on dit que on va parler maintenant un peu de sens de vie et de spiritualité justement avec les microzymas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, bah si, les microzymas, ils sont intelligents? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont une conscience, qu'ils sont intelligents, qu'ils communiquent entre eux. Ils ont un langage. À mon avis, le langage des microzymas, ce sont les hormones. Ils communiquent entre eux. Et ils sont obligés de communiquer entre eux. Sinon, ils ne pourraient pas bâtir un organe, ils ne pourraient pas bâtir une cellule. Il faut qu'ils aient la même finalité pour bâtir un être vivant. Donc, ils sont obligés de communiquer. Ils communiquent essentiellement par les hormones. Ouais, je pense qu'ils ont une intelligence, ils ont une conscience et voilà. Et tout ça va se retrouver excessivement important. Voilà. Est-ce que tu penses aussi qu'ils peuvent communiquer parce qu'on nous dit tout le temps
que tout est vibration. Est-ce que la vibration peut jouer un rôle? Parce qu'on l'a vu dans la vidéo, de toute façon, je la remettrai après. Quand il bouge, il se déplace assez rapidement. Est-ce que cette vibration peut, en quelque sorte, communiquer entre eux avec les vibrations? Bien sûr, bien sûr. Oui, par les ondes électromagnétiques, ils peuvent communiquer entre eux aussi, ça c'est clair. À mon avis, c'est évident. Bon, tout ça est à vérifier et à expérimenter parce que Béchamp n'a pas été jusque-là dans ses recherches. Mais je pense que c'est ça. Hein. Et on peut faire en quelque sorte aussi un lien entre les microzymas et une force vitale et une énergie subtile. Alors, si tu veux, ce qu'il faut comprendre là, par rapport à ça, c'est vraiment très important. Et je vois où tu vas en venir si je comprends bien. Notre corps physique est constitué de plus de 80% d'eau. Il y a 15% de matière sèche, c'est-à-dire des protéines, des matières grasses et des sels minéraux, et il y a 5% de microzymas. Donc notre volume total, il y a 5% de microzymas, donc c'est quand même assez colossal. Hein. Mais entre l'eau et la matière sèche, il faut bien comprendre que le mélange des deux constitue une espèce de pâte à modeler. Cette pâte à modeler, elle est modelée par les microzymas. Ce sont eux qui vont nous façonner nos cellules, façonner nos organes, organiser la communication par les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les nerfs, etc. Construire les limites que sont la peau, les yeux, enfin nos organes descendants, toutes ces choses-là. Donc c'est d'une infinie complexité. Et tout ça est en cohérence. Chaque microzyma travaille en cohérence avec ses copains, avec ses voisins, avec tous les microzymas qui nous constituent. Alors, il est clair que ce n'est possible, et c'est là où on rejoint la vie spirituelle, ce n'est que possible que parce que à chaque instant, on leur donne la mission, l'ordre, quelque part. Et qui leur en donne la mission? Qu'on peut appeler la source éternelle de vie, l'intelligence, Dieu, peu importe quel nom on lui donne. Hein. Mais il est clair que ce n'est pas possible s'ils n'ont pas cette information à chaque instant. Si une seule fraction de seconde, l'information s'arrêtait de leur parvenir, on se retrouverait comme une flaque d'eau avec un petit tas de sable au milieu. Et c'est tout. Et par conséquent, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que quelque part, cette intelligence infinie qui nous dépasse tous, dont on ne sait rien, eh bien, elle s'occupe de nous à chaque instant. Et pour les chrétiens, c'est quelque chose qui est important. Enfin, moi, je suis chrétien et je ne m'en cache pas, je suis chrétien orthodoxe. Et pour les chrétiens, on parle souvent de la toute-puissance de Dieu. Et on assimile souvent la toute-puissance de Dieu avec la capacité de créer l'univers, mais aussi de déclencher des cataclysmes. Voilà. Moi, je pense que la toute-puissance de Dieu, c'est d'abord et avant tout la capacité qu'il a de pouvoir considérer chacune de ces créatures comme si elle était l'unique au monde, l'unique dans tout l'univers. Ça veut dire que nous sommes chacun d'entre nous infiniment importants aux yeux de ce Créateur. Infiniment important et infiniment aimé. Et il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut effectivement se reconnecter à la vie spirituelle. C'est d'abord prendre conscience de cet amour qui nous est offert. La vie, quelque part, est un mystère que jamais personne n'a pu élucider. On peut, à la rigueur, comprendre le comment par le biais des microzymas, mais on ne sait pas d'où ça sort, cette vie. C'est quelque chose qui nous est offert à chaque instant, ce souffle qui nous traverse, c'est inimaginable. On ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça. On le constate et c'est un cadeau qui nous est fait. Il faut savoir dire merci, il faut savoir l'accueillir et
et exulter de joie parce que c'est merveilleux quelque part, pouvoir respirer, pouvoir profiter du soleil, des étoiles la nuit. Là, actuellement, on a des ciels merveilleux avec la Voie lactée. Marcher pieds nus sur l'herbe. Marcher pieds nus sur l'herbe, ça nous recharge en électrons et c'est géant. Mais il y a plein de choses extraordinaires. Voilà. Ouais. Moi, je pense que même les micro-Zima, ils peuvent réagir à nos pensées, nos émotions. Tout est en lien. Ah oui, absolument, évidemment. Tout est en lien, c'est ce que je te disais. On ne peut pas. Le terrain, la psychosomatique, tout marche ensemble. Et la spiritualité. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on dit on fait que un. Oui. Parce que l'ensemble, s'il n'y avait pas la Terre, tout ce qu'on voit, les micro-Zima, tout, eh ben, ça ne pourrait pas faire cette harmonie comme qu'on a actuellement. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'on pourrait dire que justement les micro-Zima sont l'interface entre matière et esprit? Absolument. Ils sont les ouvriers, les bâtisseurs du vivant. Ils sont les ouvriers du bon Dieu, quoi, quelque part. Et donc, justement, si tu devais résumer en une phrase la vision de Béchamp sur la vie, ce serait quoi? Le mieux, c'est sa devise. Hein. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. C'est-à-dire que même après la mort de notre corps physique, c'est-à-dire de cette écorce que nous allons laisser le jour de notre mort, notre corps physique va demeurer dans le plan spirituel après, mais d'une autre manière, avec d'autres capacités, d'autres propriétés. Mais on laisse une écorce derrière nous, eh bien, les microzymas vont dispatcher cette matière et en refaire de l'humus, et puis on repart sur du vivant. Donc rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. C'est vraiment ce qui résume toute l'œuvre de Béchamp. Alors là, je remets la vidéo, donc on voit. Alors là, c'est les globules rouges en pile d'assiettes, ce qu'on voit en gros, là, les ronds, les cercles. Ça, c'est les globules rouges. Et les petits points blancs, c'est ça les microzymas. Là, regardez comment ça se déplace. Oh. Très bien. Et ça danse tout le temps. Les microzymas dansent. Tout le temps. Quand on voit des points blancs immobiles, ce n'est pas des microzymas. Là, on les voit bien bouger. Hein. Mais oui, ça se voit très très bien. C'est incompréhensible que les médecins... C'est incroyable. Quand on les voit là, comment ça vit, comment ça bouge, on se demande, avec toutes les technologies, depuis dès le départ et tout, comment on a pu passer à travers de ça? Ça, c'est le travail de Pasteur qui a été vraiment un expert sur le plan médiatique, comme aujourd'hui nos médias mainstream. Hein, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que, justement, avant Béchamp, nos ancêtres, peut-être connaissaient, mais ils ne les avaient peut-être pas vus, mais est-ce que tu penses qu'ils auraient pu les connaître, les microzymas, mais peut-être il les nommait autrement? Parce que moi, je pense qu'ils ont pu connaître ça, moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Écoute, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, Hippocrate disait, il existe, alors je ne sais plus quelle est sa citation exacte, mais il expliquait qu'il existe dans tout ce qui est vivant un élément invisible à l'œil nu, qui est à la fois un et multiple, et il décrivait vraiment le microzyma. J'ai plus la citation exacte, mais c'est vraiment géant. Mais on peut dire on peut le dire même que les microzymas vibrent à une certaine fréquence. Oui, tout à fait. Et cette fréquence dépend de notre vitalité, justement. Donc les médicaments chimiques, les poisons, tout ça abaisse la fréquence. Et au contraire, les énergies électromagnétiques, la lumière, les ondes qui nous viennent des autres systèmes solaires et d'ailleurs de l'éther viennent renforcer notre vitalité. Est-ce que tu vois des jeunes générations
reprendre le flambeau de cette recherche? Alors, pour l'instant, il n'y a que Brigitte Faux qui, à ma connaissance, et Oui, puis, je l'ai déjà reçu sur ouais. ma chaîne. Mais je pense que oui, ça vient, mais bon, il n'y a pas encore de gens qui soient médiatisés suffisamment pour être assez connus, à part Brigitte Faux qui a fait un gros travail là-dessus. Mais je crois que tôt ou tard, on va être contraint d'y revenir et d'y travailler et d'approfondir. Et avec nos moyens modernes d'investigation d'aujourd'hui, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que n'a été Béchamp. Et je pense que, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, que les microclimats communiquent entre eux par le biais des hormones, pourquoi ne pas faire des dosages hormonaux en fonction de la journée, des différents moments de la journée, en fonction de différents stress, etc. Ce serait merveilleux de pouvoir travailler de faire de la recherche comme ça. Je pense qu'on pourrait décrypter le langage des microclimats. Ouais. Et justement, est-ce que tu as l'impression que cette vision peut rejoindre le courant spirituel comme le taoïsme? Alors, je ne connais pas assez le Quand je taoïsme. parle de vision spirituelle, qu'on a abordé le sujet en termes de spiritualité, en lien avec les microzymas, est-ce que tu penses que ça rejoint le courant de tout ça, avec qu'on reparte sur des choses, des bases saines et des choses simples? Ah, de toute façon, il faudra. De toute façon, il va falloir. On va y être contraint, obligatoirement tôt ou tard, puisque aujourd'hui, Big Pharma arrive au bout du boulot, quoi. C'est fini. Bon, ils ont Ouais, encore quelques conflits d'intérêts qui leur rapportent, mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Tôt ou tard, ils vont devoir mettre la clé sous la porte et puis se contenter de faire la phytothérapie qui leur rapportera pratiquement rien parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de brevet. Mais revenir à la phytothérapie, revenir aux médecines ancestrales. Alors, ça ne veut pas dire que la médecine a toujours bien fait et bien travaillé. Il faut bien comprendre, ou bien la médecine est un art, auquel cas c'est vraiment l'intuition qui prédomine, ou bien la médecine est une science, auquel cas c'est le questionnement qui prédomine, et la remise en question permanente de ce que nous croyons savoir, ou bien elle est une religion. Et ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. La médecine n'est ni un art ni une science aujourd'hui, elle est devenue une religion. Et une religion vaccinaliste, c'est du n'importe quoi. Donc ouais, ça ne peut pas durer. On va être obligé de basculer sur autre chose. c'est ça. J'ai encore une dernière question et je pense qu'elle va un petit peu te surprendre. Et j'aimerais bien te la poser parce que au départ, je voulais la poser autrement, mais elle est plus centrée sur toi. Et qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi dans 100 ans? Alors, je crois que c'est important. Je n'ai rien découvert. Je ne suis pas ni un scientifique, ni un découvreur. Ce que j'essaye de faire, c'est la synthèse des découvertes qui me paraissent cohérentes, c'est-à-dire les vitamines, les microzymas, la psychosomatique, la spiritualité, etc. La bioélectronique, toutes ces choses-là. Donc, je crois que si on veut retenir de moi quelque chose plus tard, c'est ce projet de synthèse. Faire la synthèse, rassembler toutes ces sciences, toutes ces connaissances pour que nous puissions avancer, soulager les malades, les aider à se guérir, à s'auto-guérir. Hein, c'est pas le médecin qui guérit le malade, c'est Ambroise Paré qui disait de ces malades, je les pense, c'est-à-dire je leur fais un pansement et c'est Dieu qui les guérit. Voilà. Je crois que la médecine doit revenir à cet art-là, un art où elle pense et où elle permet
à Dieu de faire son travail de guérison, c'est-à-dire un microsima, par le biais des microsimas, puisque c'est les microsimas qui sont les ouvriers du vivant. Yes, ok. C'est toujours un régal de faire des interviews avec toi. Je pense qu'on en refera encore une autre. Moi, ça me plaît énormément de pouvoir échanger avec toi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de venir te voir et j'aimerais bien venir te voir. On aura des choses à se raconter tous les deux. Avec grand, grand plaisir, tu seras bienvenu. Et donc, on va essayer de voir, on va attendre après l'été de retrouver un sujet, qu'on va essayer de voir un sujet qui te tient à cœur, puis moi aussi, pour essayer de proposer une interview. En tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que j'avais fait plusieurs interviews sur les microsimas et justement, Brigitte Faux, je l'avais déjà reçue. On avait parlé des microsimas. Et moi, je voulais refaire cette vidéo avec toi parce que j'étais frustré à l'époque quand on avait fait. Tu as été le premier à venir sur ma chaîne pour parler des microsimas il y a de ça 5 ans. Et je me rappelle quand je t'avais dit que j'avais été sanctionné, j'en avais presque les larmes aux yeux parce que je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet, tu vois. C'est des choses qu'on n'aborde pas beaucoup, mais que ça intéresse. Oui. Et donc, voilà, je te remercie beaucoup. Tu restes encore avec moi quelques minutes. D'accord, avec plaisir. Bonne soirée à vous. Je vous dis, passez un bon week-end. Oui. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée, au revoir.